Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Milan s'est imposé au San Siro hier 5-1 grâce à des buts de Selmakers, Çalhanoğlu, Bennacer, Rebic et Calabria. Nous sommes ici pour en discuter avec Adri. Salut Adri. Salut les gars, bonjour à tous. Et nous recevons notre premier invité dans cette émission, Tony. Bonjour et bienvenue Tony. Salut à tous. Nous débrieferons du coup dans un premier temps ce Milan-Bologne. Ensuite, nous évoquerons nos tops et nos flops, si nous avons des flops bien entendu. Et enfin, nous évoquerons dans le débat du jour la possible collaboration entre Pioli et Rangnick. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube, cliquez sur le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la sortie de nos émissions. Un grand merci d'ailleurs pour vos retours qui nous font très très plaisir. Bien, Adri, qu'as-tu pensé de ce match du coup ? Pas grand-chose à dire, hein. Quasiment une copie parfaite rendue par Milan. Dès le début, on les a vus très offensifs. Dès la 5e action, on a eu le droit à une frappe de Rebic qui était captée assez facilement par le gardien. Mais voilà, dès la 10e minute, voilà, on a eu la 10e minute, on a eu le droit au premier but de Selmakers avec l'AC Milan, avec un gros travail de Rebic qui arrive à temporiser. Petite talonnade pour Théo Hernandez qui vient centrer. Là, on voit l'intelligence de Zlatan qui laisse le ballon entre ses jambes filer. Voilà, Selmakers après qui a plus qu'à ajuster le gardien. Très belle action. Ouais. Voilà, très belle action et encore une fois une action collective. Encore une fois, à Milan, voilà, dès que ça accélère le jeu, on voit que ça fait des actions dangereuses et ou alors qui vont donner des buts. Peu de temps après, à la 23e minute, il me semble, c'est Hakan, voilà, après une erreur de relance de Skorupski qui bombarde en lucarne. Donc là, voilà, c'est pas le plus beau d'Hakan. Hein, là, il avait pas grand chose à faire. Après, par contre, c'est vrai qu'on a eu, on va dire 5 minutes de flottement entre la 40e et la 45e. Milan qui ont un peu plus relâché, on va dire, parce qu'ils dominaient outrageusement, j'ai envie de dire, ce match. Et c'est vrai qu'il y a eu 5 minutes où Bologne a été un peu mieux et Milan un peu moins bon. Et justement, c'est là où ils en ont profité par l'intermédiaire de Tomiyasu, qui élimine Romagnoli d'un petit crochet et après qui frappe pleine lucarne, pied gauche, un but magnifique. Après, honnêtement, en première mi-temps, pas grand-chose à dire. Hein. Milan sont à 11 frappes tentées, 6 cadrées. Bologne, seulement 4 frappes, dont 2 cadrées, dont un, c'est sur un coup franc qui est capté facilement par Donnarumma. Et voilà, on a vu en deuxième mi-temps, Milan qui a déroulé avec des buts de Rebic. Bennacer avant qu'il met son premier but, avec une petite accélération qui vient déposer Soriano et qui a juste du pied droit. Elle est légèrement déviée, mais même si elle n'aurait pas été déviée, je pense qu'elle aurait été dedans. Pareil que Selmakers, premier but sous les couleurs rouge et noir. Et voilà, après 57e minute, Rebic sur une passe D de Zlatan. Et beau but encore, j'ai envie de dire, de Rebic parce que il arrive à faire la fin de corps, il met dans le vent, je sais plus quel défenseur. Après, grosse frappe après, comme on connaît Rebic, quoi. Hein. Milan qui n'ont pas été plus inquiétés que ça. On a eu aussi le droit au but de Calabria. Et j'ai envie de dire, ouf, enfin pour lui, voilà, enfin il nous rend une belle prestation, une bonne copie. Tout part d'une relance de Donnarumma au pied. Il arrive à trouver après Calabria qui lance Léo qui a l'intelligence de s'arrêter dans la surface, de temporiser légèrement, de la remettre à Calabria qui vient ajuster Skorupski. Au bout de son action, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, très bonne performance de Milan. Il faut savoir que Bologne a pris 228 buts par l'AC Milan dans toute son histoire. C'est l'équipe qui a pris le plus de buts face à une équipe. D'accord, ok. La petite stade, je balance ça comme ça. Voilà. Nickel. Ok, Tony, toi, tu en as pensé quoi de cette rencontre ? Je rejoins un peu les propos d'Adrien. Je trouve que sur ce match-là, on l'a bien maîtrisé du début à la fin. D'entrée, on a vu que Milan voulait imposer son rythme et son jeu. Au bout de 5 minutes, il y avait déjà eu la frappe de Rebic. Ensuite, il y a eu la frappe de Çalhanoğlu qui reprend du gauche, arrêté par le gardien. Oui. À la 10e, on a le but de Selmakers qui vient après une belle action du Milan, travail impeccable sur le côté de Rebic, qui talonne pour Théo, qui remet en retrait. Zlatan qui laisse passer, il a vu Selmakers dans son dos, qui vient mettre son premier but pour Milan. Donc on a vu tout de suite que Milan voulait imposer le jeu, pas se faire entre guillemets surprendre par Bologne. Derrière le but de Selmakers, ça a déroulé avec Çalhanoğlu, bon, un peu chanceux, mais c'était dans le jeu, quoi. On presse haut, ça déstabilise un peu l'équipe adverse. Il y a Tomiyasu qui tacle un peu, donc ça revient dans les pieds du gardien. Il s'attendait pas à recevoir le ballon, donc il dégage sur Çalhanoğlu qui a la lucidité
de la mettre au fond. Après, je trouve que je dirais un petit défaut sur le match, c'est qu'on a mal fini la première mi-temps. À partir de la 39e, 40e, on a laissé le jeu à Bologne, ce qui a entraîné le but, un magnifique but d'ailleurs du japonais. Voilà, c'était juste un peu, on va dire, le hic de cette mi-temps, ça a été de laisser Bologne reprendre un peu la confiance après ce but juste avant la mi-temps. Heureusement que au retour des vestiaires, l'équipe a très bien réagi. Ouais, plein Euh, de bonne attention. Exactement. Premier but de Benasser avec un joli travail de Çalhanoğlu qui lui remet bien et derrière Benasser il fait un excellent travail à bien la placer. Voilà, globalement, on a imposé le jeu, on a pressé du début à la fin. Mm. On a eu, euh, on a eu pas mal de situations. Contrairement à match précédent, on a eu, euh, on a eu 17 tirs, on en a cadré 14. Ouais, Voilà, à noter, c'est ouais, c'est bien. exactement. C'est contrairement à la SPAL où on fait 2-2 avec 35 ou 37 tirs et on 39 encadre frappes. Ouais, 39 39. frappes, voilà. On encadre 8 ou 9. C'est, voilà, quoi. C'est un grand écart. Là, sur ce match-là, ça a été maîtrisé du début à la fin. Et, euh, et voilà, on a retrouvé ce Milan combatif, agressif, euh, qui impose son jeu. Ça m'a fait plaisir de voir cette équipe jouer comme on l'a fait hier. Mm. Je trouve que en termes de contenu, c'est le match qu'on a peut-être le maîtrisé le mieux depuis Oui. nos bons résultats Mm. après post-Covid. On a eu un très bon Calabria, j'ai trouvé aussi, qui a été de son petit but, qui est au départ de l'action et à la finition. Donc voilà, globalement, ça a été un très bon match bien maîtrisé de la part de tous. Ok, moi je trouve vraiment que sur cette rencontre, c'est la mobilité de nos joueurs qui a été à souligner. C'est-à-dire que pour Calabria, pour Benasser, notamment ces deux buts, c'est une action où ils sont au départ de l'action et à la conclusion. Donc vraiment un très bon jeu court d'appui remise finalement, mais où on se suffit pas juste de passer la balle et d'attendre ce qui se passe à l'avant. On continue l'action. Et ça a été le cas avec Rebic qui était aussi bien à droite qu'à gauche. Makers aussi a fait deux trois appels sur le côté gauche alors qu'il était plutôt sur le côté droit d'habitude. Zlatan qui récupérait les ballons très bas aussi. Donc toute cette mobilité qui a souligné depuis, je trouve, le post-Covid et qu'on ne voyait pas avant parce qu'avant Milan était quand même une équipe très statique. On voyait vraiment un jeu de passe vers l'arrière et du mal en fait à casser les lignes. Et finalement, dans cette rencontre, les lignes ont été vraiment cassées, les joueurs extrêmement mobiles. Enfin, Rebic, je crois que il y a encore que 1-0 quand il part sur le côté droit et il fait une remise à Çalhanoğlu qui bute sur le gardien. Mais c'est ça, donc les joueurs devant sont mobiles et du coup, Milan qui se crée beaucoup plus d'occasions que sur les 6 premiers mois. Donc franchement, une belle prestation collective. Moi, j'aurais très peu de flop. On va arriver sur les tops maintenant. Pour ma part, Rebic, Zlatan et Théo ont vraiment rempli leur contrat. Rebic parce qu'il a été extrêmement bon de la première à la 80e minute où il est sorti. Voilà, l'apport physique, on répète un peu toujours la même chose semaine après semaine, mais c'est ça qui caractérise le joueur croate, c'est vraiment ses aptitudes physiques à se battre jusqu'au bout en fait pour aller chercher le ballon et se créer l'occasion. C'est un joueur aussi très collectif, hein, Rebic. Finalement, il déborde sur les côtés, il centre, il est à la finition, il est vraiment très bien placé, il bouge beaucoup. Donc voilà, grosse prestation du Croate. En deuxième, donc Zlatan Ibrahimovic. Je l'ai trouvé beaucoup plus en jambes. Voilà, on l'a vu courir. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu courir, mais on l'a vu courir, poursuivre des actions, etc. Voilà, très belle vision du jeu quand il fait la feinte de corps et il laisse ce ballon à Selmakers qui voit derrière. Voilà, du Zlatan vraiment costaud, important sur le terrain. Il sort un peu tôt, mais finalement, voilà, on aura évité un peu les 20 dernières minutes de Zlatan où il aurait peut-être plus croqué un peu plus d'action en voyant ses coéquipiers marquer et pas lui. Donc, je trouve que Pioli l'a sorti au bon moment. Il a fait une très belle prestation. Voilà. Et enfin, Théo Hernandez, parce que ça devient difficile de trouver d'autres adjectifs pour le définir, parce que franchement, quel joueur exceptionnel. Enfin, voilà, il fait un très bel appel à Rebic voilà, sur le centre qui amène le but de Selmakers. Il fait un déboulé en deuxième période phénoménal. Et en deuxième période, pareil, il était très offensif. Hein. Beaucoup plus offensif Ouais. qu'en première.
À partir du moment où on a mis le but, enfin Benasser a mis le troisième but, il s'est vraiment projeté vers l'avant, etc. Donc vraiment très belle prestation aussi individuelle du Français qui ne fait que confirmer et que j'ai regardé sa valeur marchande cette semaine, c'est 36 millions Théo Hernandez. Il a pris Ah oui. 36 millions sur Transfermarkt alors on l'a recruté pour 20 millions, je crois, cet été. Donc voilà, vraiment, il a explosé aux yeux de l'Europe entière. Je pense que tout le monde maintenant reconnaît la valeur ajoutée de Théo Hernandez. Très bien. Adri, quels sont tes flops, toi? Tes tops et tes flops, pardon. Tes Top, bah, tops. pareil, j'ai mis Rebic, hein, j'ai pas grand-chose à rajouter plus que toi, je te suis complètement. Mais c'est vrai que tu parlais justement du fait que Rebic est un joueur très collectif et je trouve qu'on le souligne pas assez. Mais c'est vrai qu'il a toujours l'intelligence de jeu, je trouve, toujours soit le petit dribble qu'il faut pour ensuite faire une passe, ou alors bah là, comme on a vu sur le but, voilà, il temporise, alors il s'était quand même chargé derrière. Hein. Enfin, je sais plus qui défendait sur lui, mais c'est vrai qu'il fait des petits tampons et voilà, il restait debout en attendant Hernandez. Donc voilà, c'est vrai qu'on ne souligne pas assez, mais c'est vrai que c'est un joueur quand même très très axé sur le collectif. Pareil, après j'ai mis Théo Hernandez, alors que j'ai trouvé pour une fois qu'il était bon défensivement sur les Mm. deux périodes. C'est vrai que généralement sur la première période, il est toujours un peu, j'ai pas envie de dire à la rue, on va pas abuser non plus, mais c'est vrai il a toujours un peu plus de Il a des lacunes défensives, en ouais. deuxième. Mais là, c'est vrai que pour le coup, sur les demi-temps, j'ai rien à dire. Non, Il a mis j'avoue. clairement Orsolini dans sa poche. Là, tu vois, j'ai une action qui me vient en tête quand Orsolini lui fait un petit pont. Alors oui, il se le prend, mais derrière, il se retourne, il arrive à lui chipper le ballon et à repartir. Mm. Et là, il a fait beaucoup d'actions comme ça. C'est vrai que là, en deux matchs, il a eu quand même sur son côté Kulusevski et il va Et Orsolini là. Donc Orsolini, ouais. voilà, c'est ça. Donc ouais, non, non, franchement, très très content de sa performance défensive. Mm. Alors, offensivement, on a déjà tout dit hein, offensivement sur Hernandez. Donc encore une passe D à son compteur. Il aurait même pu marquer un but hein, dans les premières minutes du match. Oui, Donc on a une très très grosse performance du Français. J'ai envie de dire aussi Benasser. C'est vrai qu'on ne met pas beaucoup dans les tops, mais il a encore fait une grosse prestation. Hein. Un but, oui. Kessié, 45 Benasser, passes. vraiment très bon Voilà, aussi. ouais. 84% de passes réussies, 3 passes clés, un tir, un dribble, une interception, mais surtout 5 tacles réussis sur 5. Mm. Donc là, c'est vrai qu'encore une fois, on voit l'importance je veux dire même encore une fois, du duo Benasser-Kessié, qui sont constamment, qui sont constamment sur les joueurs. Ils font beaucoup d'interceptions, toujours un bon pourcentage de passes. Donc non, voilà. Benasser, je le mets aussi dans mes tops. Après, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup de tops à mettre, mais voilà, c'est Oui. vraiment ces trois-là que je vais retenir. Ok, très bien. Tony, tes tops. Alors moi, mes tops, je mettrais Caissier. Encore une fois, je trouve qu'il a fait un très bon match. Plus les matchs passent, et plus au niveau des passes, ce qui était son plus grand défaut auparavant, ben, il s'est nettement amélioré. Mm. Euh, il a failli mettre un but dommage, bah, il tape le poteau là juste avant le but pour Bologne. Il fait cette action où je sais plus si c'était Théo ou Çalhanoğlu qui fait la repasse en retrait juste à l'entrée de la surface. Il ouvre bien son pied, malheureusement, ça tape le poteau. Mais encore une fois, que ça soit défensivement ou offensivement, je trouve qu'il a très bien apporté. Il y a pareil, il y a cette action où il prend le ballon, il passe dans la course de Çalhanoğlu, il tire. Après, c'est contré par le défenseur de Bologne, Mm. mais il joue juste par rapport à Exactement. avant. Euh, on mettait toujours ses qualités défensives en premier plan. Là, je trouve que très clairement, c'est plus le caissier qu'on a connu il y a 6 mois. On l'a Il vu faire de belles transversales aussi à deux moments. Enfin, Exactement, il a ses passes laser, ses passes qui coupent les lignes, un peu ce que Benasser il a. Donc du coup, bah, mon deuxième top, ce sera pour moi Benasser. Ce duo au milieu de terrain, le Pioli, je trouve que pour moi, il a très très bien fait à mettre ces deux-là devant la défense. Ils sont très complémentaires. mm, Ce que Kessié n'a pas en termes de qualité de passe, Benasser est là pour être en complément, on va dire. Donc encore une fois, il récupère des ballons, il lâche rien, c'est un pitbull, quoi. Il me fait penser, on va dire, à Gattuso de l'époque, oui, où il lâche pas le ballon, où pendant 95 minutes, il court, il a un volume de jeu quand même assez large, une endurance. Et je suis content, il marque son premier but pour Milan donc il marque. J'espère que du coup, bah, maintenant, ça va en entraîner d'autres. Et du coup, pour moi, mon troisième top, ce sera Calabria. ok. Match, ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu titulaire.
Et je trouve qu'il a très bien répondu, que ce soit défensivement, il était là. Offensivement aussi, il a porté un peu, bon, pas autant que je trouve que Conti. Conti, je le trouve quand même un peu plus offensif que Calabria, mais il a Avec quel ses, résultat? voilà, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Mais en tout cas, il a répondu présent défensivement, offensivement, il était là, il a mis son but à la 92e, il était encore là devant. Donc voilà, ces trois joueurs-là, pour moi, c'est les tops. Il y en a d'autres, hein, comme toute l'équipe, Mm. on va dire. Mais s'il y en a trois à retenir, je mettrai ces trois-là. Notamment, je mettrai un +1 pour Calabria qui a répondu présent. Très bien. Bon, on va évoquer les flops maintenant. Alors pour ma part, je n'en ai pas vu que Conti n'a pas joué. Je suis Après, d'accord avec toi. non, mais vraiment très belle performance collective, donc très très compliqué pour ma part de mettre un flop ou un joueur qui était en dessous. Tant après voilà, je vais pas juger les matchs pour le coup des remplaçants parce que quand ils sont arrivés, le score était déjà fleuve, donc bon. Les AO, il y a deux trois gestes techniques et tout, mais le match était déjà plié, donc je vais pas évoquer les remplaçants, mais vraiment Selmakers aussi a fait une très bonne prestation. J'en ai pas parlé dans mes tops, mais pareil, mention honorable aussi pour Selmakers qui a fait une prestation somme toute très sérieuse. Donc voilà, donc, moi les flops j'en ai pas, Conti n'a pas joué, donc Adri ou Tony, vous en avez ou pas? Alors, Moi, pas du tout. moi, c'est pas un flop, juste une remarque, c'est sur les relances de Donnarumma. Ouais. Il a fait deux, trois relances dans le match, en plein axe comme ça, qui aurait pu nous coûter des buts si ça aurait été, on va dire, entre guillemets, peut-être une autre équipe. Mm. Mais voilà, juste ça, la petite remarque sur Donnarumma et ces deux, trois petites relances hasardeuses où j'ai l'impression qu'il veut trop se précipiter, Mm. qu'il lit pas très bien deux fois le jeu. Et voilà. Après, on va dire que ça camoufle avec sa relance qu'il fait sur Calabria à la 92e qui entraîne le but. Oui, Mais oui. voilà, juste cette petite remarque des relances au pied de Donnarumma. Ok, très bien Tony. Bon bah alors on va refermer cette page sur le match Milan-Bologne et on va se consacrer du coup au débat du jour quant à la situation de Pioli, les résultats de Pioli. Donc on a posé la question avec le compte Milan Actu sur Twitter et à la question faut-il garder Pioli ou alors privilégier et donner les pleins pouvoirs à Ranić? Vous avez répondu à 55% qu'il fallait laisser la place à Ranić. Donc 45% veulent quand même garder Pioli. Donc je ne sais pas si Tony et Adri, vous faites partie de ces 45%. Est-ce que tu as quelques stats à nous donner, Adri, pour voilà, les pro-Pioli, quelque part, ou qui pourraient aller en faveur de Pioli? Bah alors, pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en faveur de Pioli. Si on, enfin, faut vraiment qu'on regarde, enfin, faut pas avoir j'ai envie de dire entre guillemets, la culture de l'instant. Faut pas oublier que Pioli, il est sur un bilan de 15 victoires, 10 nuls, 6 défaites. En soi, les 6 défaites, c'est pas non plus choquant, parce que c'est par exemple autant que la Lazio, par exemple. Sachant que sur les 6 défaites, je rappelle qu'il y a Rome, la Lazio, la Juve, l'Atalanta, l'Inter et Genoa qui là fait vraiment tâche. Par contre, moi, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est que sur ces 10 nuls-là, on a quand même 5 matchs nuls contre des équipes de seconde partie de tableau. Et quand je dis seconde partie de tableau, c'est vraiment le fond de tableau, quoi. Plus la défaite face au Genoa. Donc là, on va dire sur 6 matchs, Milan pouvait en prendre 18. Il en prend que 5. Il en prend que 5. Alors les erreurs de parcours, là, ça peut arriver, mais admettons, on aurait pris 12 points, j'ai n'importe quoi, 12 points, Milan serait à 65 points, il lutterait pour la Ligue des Champions. Là, moi, ce qui va vraiment me déranger, c'est que Pioli a vraiment forcé sur son 4-3-3. Donc, par Très exemple, si on se longtemps. passe au match, justement face à Bologne, au match aller, on voit que c'est pas du tout la même équipe. On a encore les Piontek, les Souzo, on a encore voilà, des Akan qui sont mis sur le côté gauche alors que c'est pas leur poste, des Kessi qui sont mis en 8 alors que de base c'est plus un 6. Voilà. C'est vrai alors c'est vrai que là les joueurs par rapport au match qu'on a eu justement aujourd'hui pour faire le comparatif, c'est vrai qu'ils ne sont pas les mêmes. Après, moi, ce qui vraiment va me déranger sur ce 4-3-3, c'est qu'on avait un mauvais rendement de beaucoup de joueurs, justement par rapport à ce que je viens de dire, de certains joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Mm. Et on avait surtout une pauvreté offensive assez quand même incroyable parce que voilà, on n'avait pas ce lien entre le milieu et l'attaque. Chose où on met justement l'accent depuis plusieurs semaines, c'est que là, on a enfin ce lien. Sur ce 4-3-3, Milan avait en moyenne 55% de possession, mais par contre, qui marquait très très peu puisque en 17 matchs, on a mis 20 buts. Soit 1,17 buts par match. Avec Théo le est 4-3, resté longtemps en voilà, meilleur c'est buteur, ça. hein, pour, Sachant que voilà, Milan, sur ce 4-3-3, est en 7 victoires, 5 nuls, 5 défaites. mm. Bon.
Après, par contre, c'est vrai que là, alors je prends que en série, hein, j'ai pas compté les matchs de coupe. Hein. Et voilà, le 22 février contre la Fiorentina, on a enfin la première apparition du 4-2-3-1 où on va faire match nul, un partout. Et c'est vrai que voilà, donc, entre le match de la Fiorentina jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on voit plus de joueurs à leur poste respectif. On a enfin un Akan qui est en numéro 10. On voit un Kessie qui est enfin déplacé en 6, poste où il a excellé, j'ai envie de dire, à l'Atalanta. On a plus de grinta grâce aux arrivées voilà, de Zlatan, de Kier aussi, qu'il ne faut pas oublier qu'il est capitaine du Danemark. On a un meilleur rendement voilà, de joueurs voilà, comme des Rebic, forcément Akan et Kessié, qui c'est plus tous les mêmes depuis qu'on a changé de cette formation-là. Comme j'ai dit précédemment, on a enfin ce lien entre le milieu et l'attaque. Pour faire une comparaison justement avec le 4-3-3, la possession a légèrement augmenté puisqu'on a 57% de possession. Mais là, par contre, c'est surtout offensivement où on l'a vu là depuis la reprise post-Covid. En 10 matchs, on est quand même à 27 buts. Énorme. Ouais, ça représente 2,7 buts par match. Si on compare justement les 2 premiers matchs du 4-3-3, on est à 10 matchs, 10 buts. Donc forcément, un but par match. Donc là, c'est vrai qu'on passe de 27 buts en 10 matchs, alors qu'avant, on était à 10 buts en 10 matchs. Donc c'est vrai que là, il y a quand même une grosse différence offensive. Et on le voit bien, de toute façon, le Milan se porte beaucoup plus vers l'attaque depuis qu'on a changé de formation. Et le petit bilan du 4-2-3-1, eh ben, elle est de 6 victoires, 3 nuls et une défaite qui est face au Genoa. Voilà, donc juste pour finir là-dessus, moi, pour mon avis personnel à moi, comme j'ai dit précédemment, faut pas avoir la culture de l'instant. Faut pas oublier que y a eu beaucoup de choix tactiques mauvais de Pioli avant ce fameux 4-2-3-1 qui nous ont coûté quand même plus d'un match. Ou voilà, par rapport aux raisons que je les évoquais, par rapport au 4-3-3. Mais j'aurais quand même énormément de regrets par rapport à Pioli, parce que après voilà, je suis pas coach. Hein, moi, je vois pas ce qui se passe pendant les entraînements. Je le vois d'un point de vue extérieur. Pour moi, il aurait eu le déclic un tout petit peu avant de changer de formation, de tenter d'autres choses que son 4-3-3. On aurait pu mieux faire, je pense. Après, il arrive quand Pioli? Il arrive au mois d'octobre? Il arrive le 9 octobre. 9 octobre, sachant que donc il reprend le Milan de Gianpaolo qui était à 3 victoires, 4 défaites. Hein, donc c'était pas bien glorieux. Mais on sait que les entraîneurs ont besoin de temps. À Milan, malheureusement, c'est ce qui a souvent manqué, c'est qu'on était vraiment impatients avec nos entraîneurs. Donc, les entraîneurs ont besoin de jauger les joueurs, etc. Donc, Pioli, il a fait donc octobre, novembre, décembre. Il a fait 3 mois. Il a eu 3 mois, octobre, novembre, décembre, pour jauger son équipe, tenter le 4-3-3, le 4-4-1-1, le 4-4-2. Il a tout tenté, Pioli. Il a fait à chaque semaine, c'était une nouvelle compo. Mais pendant ces 3 mois, il a permis de jauger son équipe. L'arrivée de Zlatan a été un énorme coup de pouce sur l'aspect mentalité que le Milan n'avait pas depuis 8 ans. Et ça, je le répète, merci Zlatan là-dessus parce que c'était vraiment ce qui manquait à notre équipe depuis 8 ans. Parce que Gattuso le faisait un peu, avait mis un peu la mentalité, mais tout est parti avec lui dans ses valises. Et donc, du coup, on était à nouveau perdu sans âme. Vraiment, Milan n'avait pas d'âme. Et grâce à Zlatan, on a vraiment retrouvé ce Milan voilà, qui va chercher les buts, qui ne s'arrête pas d'attaquer lorsqu'elle mène au score, etc. Mais pour revenir sur Pioli, du coup, il a eu ces 3 mois et depuis, moi, je trouve. Après, mon avis va être contrasté parce que je pense que si on veut que le projet Rangnick fonctionne, faut lui laisser carte blanche et toutes les cartes en main. Faut pas lui donner, sachant qu'il a une vision, on en a parlé avec le gegenpressing etc. Une vision vraiment qu'il maîtrise parfaitement. Et je vois pas comment Pioli devrait tout laisser son travail de ces 6 derniers mois pour ensuite adapter la tactique de Rangnick. Je vois pas comment ça pourrait fonctionner. Enfin voilà, Pioli a ses idées, Rangnick a les siennes, et je vois pas comment Rangnick pourrait faire passer ses idées à travers Pioli. On perdrait du temps, je pense. Donc je pense que vraiment Rangnick devrait avoir toutes les cartes en main. En revanche, Pioli, je tiens vraiment à saluer son travail. Il nous a remis sur de bons rails, je pense. En tout cas, il laisse le Milan dans les meilleures dispositions pour Rangnick. On ne pourra pas, Rangnick, si ses résultats peinent ont du mal à arriver, on ne pourra pas reprocher des choses à Pioli, ou en tout cas, il n'aura pas l'excuse de dire oui, c'est un bien en reconstruction que je me tape parce que Pioli aura fait ce travail. Pour moi, Pioli fait le travail à la limite d'un Laurent Blanc en équipe de France et Rangnick va arriver comme un Didier Deschamps avec un Milan dans une bonne phase que maintenant va falloir insuffler la tactique et avec les nouvelles joueurs, les nouvelles arrivées pour ensuite regagner et espérer jouer à la Ligue des Champions. Mais Pioli, grâce à Zlatan, parce que Zlatan partirait sûrement avec Pioli, ont vraiment mis un Milan dans les très bonnes dispositions pour Rangnick. Tony, quel est ton avis, toi, sur cette question?
Moi, je suis pour un changement de coach partir sur un Nike. Faut pas oublier que Pioli, ok, il a là actuellement, on vit, on va dire dans un rêve. Il faut pas oublier que Pioli, pendant presque 3 mois, il s'acharnait avec Çalhanoğlu sur le côté, Sousso quand il était encore là, laisser des joueurs comme Rebic par exemple sur le banc. Kessié, ben il était pas là, pas à son poste, qui est pour moi un 6, pas un 8. Il a fait pas mal de choix qui nous ont coûté des points, comme Adrien l'a dit, sur les équipes de deuxième partie de tableau qui sont plutôt mal classées. Mm. Donc là, on surfe actuellement. Je pense que Pioli surfe aussi sur l'effet Zlatan. Zlatan est arrivé, il a complètement changé l'équipe. Je veux dire, faut pas oublier non plus que Milan de Pioli, il s'est pris un 5-0 à l'Atalanta, quoi. Ce qui, voilà, ça fait tâche. Même si voilà, l'Atalanta sont injouables cette saison, mais faut pas oublier voilà tout ce que Pioli nous a coûté en points contre les plus petites équipes qui étaient à notre portée, à vouloir toujours jouer, continuer avec des joueurs qui ne sont pas faits pour ces postes. Pour moi, Çalhanoğlu, je persiste, hein, mais Mm. c'est pas un ailier, c'est un créateur, c'est un 10. Il récupère les ballons, voilà, il va orienter le jeu, il va donner des ballons aux attaquants, mais pas persister sur le côté. Donc voilà, pour Van Dijk, je pense que c'est le coach entre guillemets parfait pour Milan pour construire un nouveau projet. Le fait qu'il aura le double fonction entraîneur directeur, c'est lui qui prendra du coup les décisions, c'est lui qui prendra ses joueurs. Il aura la base que Pioli va laisser, parce que malgré tout là, c'est les résultats qu'on a là, c'est aussi bon effet Zlatan, mais Pioli également. Donc on aura une base pour repartir la saison prochaine avec Nike. Pioli, il reste professionnel, respect à lui, parce que Mm. franchement, honnêtement, Ouais. je suis Pioli, Aucune je sais sortie, ouais. exactement, je Aucune sais que je sortie m'en vais. médiatique. Je sais que je m'en vais, ben je pourrais laisser l'équipe comme elle est et pas aller chercher le meilleur des Mm. joueurs. Donc de ce point de vue-là, il est très professionnel, un grand respect à lui. Mais voilà, il faut partir avec Van Dijk. Van Dijk, c'est quand même le meilleur coach qu'on peut avoir après Allegri. Il a une sacrée expérience. C'est lui qui met Leipzig, on va dire, dans le top 3 en Allemagne. Alors rien que pour une statistique, hein, il a acheté Werner, Olmo et Forsberg moins cher que André Silva. C'est Ouais, c'est bah dire ouais. quand même, c'est dire quand même la qualité de négoce du Mm. monsieur, quoi. Donc je pense qu'il faut partir avec Van Dijk, la jeunesse de Leao, de Benacer, de Théo, de Romagnoli, de la base qu'on a actuellement. Mm. Dommage, je trouve dommage que de pas continuer avec Zlatan, même si sur le terrain, voilà, on voit qu'il a 38 ans, mais Mm. pour moi, je suis persuadé qu'un Zlatan la saison prochaine, par exemple en Europa League, ça peut aider. Oui, Il peut apporter exactement. cette D'accord. Ouais. expérience européenne Mm. aux plus jeunes. Pareil, ça entraînerait éventuellement le départ de Maldini, chose qui est pour moi dommage, parce que je veux dire que tu as un joueur, bah, par exemple, je prends l'exemple de Théo Hernandez. Quand tu as un Mm. joueur, Je suis complètement d'accord avec ce que je vois t'as ce un que tu veux monsieur, dire. voilà, t'as un monsieur comme Maldini qui vient te voir, qui te Mm. veut personnellement dans son équipe, te mettre dans son projet. Ça, tu réfléchis pas à deux fois, même C'est si c'est clair. le Milan, même si c'est le Milan actuellement, un joueur du calibre de Maldini qui vient te voir, c'est flatteur, quoi. Donc voilà, je pense qu'un Maldini dans la négociation de certains joueurs, ça peut aider. Donc il faut lui trouver une place. Oui. Il faut lui trouver une place. Pas par exemple une place comme Baresi pour être ambassadeur du club, Mm. mais une place opérationnelle qui prend malgré tout des décisions. Ap- Après, je Ouais. pense pas que Maldini, enfin, Zlatan et Maldini sont annoncés sur le départ, mais là, il y a eu une nouvelle avant-hier ou hier qui a été plutôt rassurante, c'est que Ranić enfin, Maldini attend la réunion avec Ranić, idem pour Zlatan, mais que Ranić sait se montrer convaincant. Je crois que j'ai vu un truc comme C'est ça, ça, ouais. Je l'ai vu aussi. et que avec Zlatan, finalement, ça pourrait marcher. Et je pense vraiment que ok, Ranić, il veut des joueurs entre 18 et 23 ans. Là-dessus, pas de souci. Mais il est conscient, c'est un entraîneur quand même de renommée.
et il sait que l'expérience c'est important aussi dans une équipe. Et quand un Zlatan et un Maldini, parce que tu l'as très bien dit au niveau des négociations, faut les prendre comme notre vitrine. C'est-à-dire que les jeunes joueurs de 18-23 ans ont envie de jouer avec un Zlatan Ibrahimovic ou de côtoyer un Zlatan Ibrahimovic sur une saison. On voit le changement d'état d'esprit d'un Benacer, d'un Rebic avec un Zlatan dans le vestiaire, c'est impressionnant et les joueurs, ça les intéresse de signer dans ce Milan. Tu vois les statistiques du Milan, bah, c'est sexy vu qu'on bat la Lazio, on bat la Juve, etc. Mais en plus, avec un Zlatan, moi je suis un jeune joueur autrichien ou quoi, je me dis, bah ouais, le Ranić, c'est cool. J'ai Maldini qui m'a appelé. Putain, Maldini, quelle star, quelle légende. Et je vais jouer avec Zlatan dans le vestiaire. Voilà, faut se dire vraiment, faut trouver une place dans la rotation à Zlatan, à mon sens. Alors, je me mets à la place de Ranić. Faut trouver cette place parce que finalement, on va recruter un attaquant, c'est sûr. Mais quid de Zlatan Ibrahimovic parce qu'il le faut dans la rotation. Et comme tu l'as très bien dit, Zlatan, ça peut vraiment dépanner sur les matchs d'Europa League. Parce que du coup, on serait compétitif quand même avec un Zlatan en pointe en Europa League, voilà, on va la jouer l'Europa League. Il faut vraiment qu'il ait un effectif fourni avec Zlatan Ibrahimovic, en tout cas moi je le souhaite. Et pour le rôle de Maldini, je suis d'accord que le rôle d'ambassadeur, de toute façon, il n'acceptera pas Maldini. Mais s'il peut être conseiller technique ou quelque chose comme ça, ou même prendre la place de Massara ou quoi, il faut trouver la place pour Paolo Maldini, pardon. Et j'espère qu'en tout cas, Ranić arrivera à convaincre que Gazidis aussi, parce que Gazidis ne veut pas voir partir Maldini non plus. Donc voilà, que tout le monde va trouver un terrain d'entente et que les bases seront saines. Le seul départ de Pioli, enfin j'espère que seul Pioli partira à la fin de la saison. Mais en tout cas, voilà, merci Pioli parce que moi, il a complètement dépassé mes attentes. Voilà, quand il est arrivé, c'était le Pioli out à gogo. Ouais, c'est vrai. On a vu octobre-novembre que finalement on devait s'attendre à rien avec Pioli, que voilà, c'était un entraîneur moyen pour une équipe moyenne. Voilà, donc finalement on était tous dégoûtés, mais bon moi je l'ai pas plus détesté que Giampaolo ou que deux trois autres entraîneurs qu'on a eu précédemment. Donc finalement je me suis dit, bon, ça va être encore une saison blanche pour Milan à oublier. Et finalement, sur cette équipe post-Covid, il a complètement dépassé mes attentes. Parce que voilà, Pioli, c'est pas un tacticien de renom, c'est pas un très bon entraîneur. Donc finalement, il s'est fait une image pareille. Je pense qu'il retrouvera un club un peu plus huppé l'année prochaine ou pour son prochain contrat. J'espère qu'il trouvera quelque chose d'un peu plus sexy que entraîner Bologne, etc. Oui. Puis c'est vrai que Pioli, pour rebondir sur ce que tu disais dès le début, c'est vrai qu'il y a eu des Pioli out, des choses comme ça. Mais surtout, ce qui a mis en rage un peu les supporters milanais, c'est qu'au début, ça devait être Spalletti, le coach Bien sûr. du Milan, et au dernier moment, ça s'est pas fait pour une histoire de contrat avec l'Inter. Enfin, je sais plus du tout. Mm. Mais c'est vrai que bah voilà, tu te dis, ah cool, on va être coaché par Spalletti qui a fait quand même des belles choses avec l'Inter. Et au final, on se dit, bah non, au final, vous allez vous retrouver avec Pioli, voilà, qui a fait une bonne saison avec la Lazio, où il a fini troisième. Et derrière, c'est des septième, huitième place avec justement des Inter ou des Fiorentina. Donc ça pouvait se comprendre. Après, c'est vrai que moi, honnêtement, il m'a fait taire par rapport Mm. aux performances qu'il a eues. Après, voilà, encore une fois, moi, je suis pour l'avenue de Ranić, mais je suis complètement d'accord avec toi, Guillaume, sur le fait que voilà, Ranić, il va avoir une équipe vraiment une équipe pour le coup. Mm. Derrière, il y aura peu de construction, à mon avis, à refaire. Donc voilà, si les résultats ne sont pas au rendez-vous, ce sera clairement pas la faute de Pioli parce qu'il aura laissé l'équipe en plan. Et là, justement, où je rejoins totalement Tony, c'est vrai que tu sais que tu vas être limogé. Oh bah, j'en ai plus rien à faire. Moi, je laisse l'équipe comme ça. Il se démerde. Mm. Et là, en fait, bah, Pioli, voilà, très pro. Voilà, il reprend l'équipe. Voilà, il a fait des changements tactiques. Il gagne des matchs. Il fait son taf. Pas un mot plus haut que l'autre. On ne voit pas en conférence de presse dire ouais, bah, je vais partir. Voilà, machin, machin. Donc non, non, franchement. Un coup de chapeau quand même à Pioli, parce qu'il a quand Mm. même fait de bonnes choses sur la fin. C'est ça, on parlait de Spalletti, tu disais Spalletti, parce que finalement c'était le tremplin qu'on voulait et qu'avait eu l'Inter, cet entraîneur qui te permet d'ensuite d'aller chercher un Antonio Conte, et c'est ce qui a très bien marché à l'Inter, donc c'est pour ça qu'on voulait Spalletti, c'était pour l'entraîneur qui va te permettre de passer un cap et ensuite d'aller chercher quelqu'un d'autre. Bah, je trouve que finalement Pioli l'a très bien fait cette année. C'est-à-dire que là, on va choper, si je croise les doigts, mais on va choper l'Europa League. Il t'a remis une équipe sur les bons rails. Et maintenant, on a un entraîneur donc, qui est peut-être pas du niveau de Conte, loin de là, mais Ranić, qui est un entraîneur quand même d'un niveau supérieur avec sa tactique, etc. Et ce qui va nous permettre peut-être de remettre Milan
au sommet de l'Italie. Déjà, ce sera bien. L'Europe, on verra dans un deuxième temps. Je rebondis juste sur les Pioli out. Pour moi, les Pioli out, c'était pas envers Pioli, mais plus envers la stratégie de Milan, de continuer avec ces entraîneurs de second rang qui entraînent des petites équipes sans résultat, parce que le plus grand palmarès de Pioli, c'est d'avoir entraîné la Lazio et d'avoir terminé 3e, quoi. C'est sa plus belle ligne sur sa carrière. Donc je pense que c'était plus ça. C'était plus de continuer avec des entraîneurs de seconde zone. Ok, très bien. Merci Tony d'être venu dans notre podcast. Allez vous abonner. Ouais, allez vous abonner à son compte Twitter Milanesto92. Merci Adri et merci Lucas aussi pour les visuels de ces 2 dernières émissions. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas à son compte Twitter Piccoli45 et son compte de graphisme Sfera Design. Les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée et Forza Milan. Ciao. Merci beaucoup, salut les gars, salut.